Oh. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat. Jamais cour n'a eu autant de belles personnes, ni d'hommes admirablement bien faits. Le goût que le roi François Ier avait pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France. Et le roi, son fils, Henri II, bonsoir votre majesté, comme vous aimiez les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait votre cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Le chevalier de Guise et ses deux frères, le duc de Guise et le cardinal de Lorraine, tous trois remarquables tant par leur exploit dans les armes que par leur esprit à la cour. Le prince de Condé, qui n'est pas celui dont plus tard Bossuet fera l'oraison funèbre, mais qui était néanmoins apprécié à cette cour et descendant de cette glorieuse famille des Bourbons. Le duc de Nevers, quoique dans un âge avancé, vous faisiez encore les délices de cette cour. Et l'un de ses trois fils, le prince de Clèves, aimable, séduisant, brillant, apprécié tant pour sa grandeur d'âme que pour sa discrétion et sa sagesse. Le vidame de Chartres, qu'il n'est pas nécessaire de présenter à cette table. Et, naturellement, le duc de Nemours. Ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Il plaisait également aux hommes et aux femmes, avait une manière de s'habiller toujours suivie de tous, sans jamais pouvoir être imité, et tant de douceur, tant de disposition à la galanterie qu'il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Il parut alors une beauté à la cour. Parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était une des plus grandes héritières de France. Son père, mort jeune, l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie aux jeunes personnes pour les en éloigner. Mais vous aviez une opinion opposée. Vous faisiez souvent à votre fille des peintures de l'amour, lui montrant ce qu'il y a d'agréable pour mieux la persuader sur ce que vous lui en appreniez de dangereux. Le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies, leurs infidélités. La princesse était un des plus grands partis qu'il y eut en France. Mais Madame de Chartres, extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. Mais la voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Le lendemain de son arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec vous, Catherine de Médicis, la reine. Et il s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Monsieur de Clèves y arriva. Il regardait la princesse avec admiration et ne pouvait comprendre quelle était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Elle sortit, assez promptement. Monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue, dans l'espoir d'apprendre qui elle était.
mais on ne la connaissait point. Il conçut dès ce moment pour elle une estime et une passion extraordinaires. L'ambition, la galanterie était l'âme de cette cour. Personne n'était tranquille ou indifférent. On ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté, toujours occupé du plaisir, des intrigues. Madame de Chartres, vous voyez ce péril. Et ne songiez qu'au moyen d'en garantir votre fille. Elle vous pria, « Ah non, pas comme sa mère, mais comme son amie, de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on vous dirait. » Vous ne pensiez qu'au moyen d'épouser mademoiselle de Chartres. La mort de votre père qui s'opposait à ce mariage, oui, je vous l'aviez dit, vous étiez dans un âge avancé. Mais vous pouvez rester quand même. Sa mort, donc, vous mit dans une entière liberté de suivre votre inclination. Ce qui troublait votre joie était la crainte de ne pas lui être agréable. Vous eussiez préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé. Il trouva les moyens de vous parler, de ses desseins, de sa passion. Elle fut véritablement touchée et rendit compte à sa mère de la conversation. Madame de Chartres vous dit « Il y a tant de douceur dans Monsieur de Clèves, tant de sagesse et de bonne qualité pour son âge, que si vous sentez votre inclination portée à l'épouser, j'y consentirai avec joie. » Vous êtes intimidé, vous ne savez que répondre, qu'à cela ne tienne, je vais répondre à votre place. Je remarque les mêmes bonnes qualités, et je l'épouserai même avec moins de répugnance qu'un autre. Mais je n'ai, pour sa personne, aucune inclination. Le lendemain, Madame de Chartres reçut la proposition, et elle ne craignit pas de donner sa fille à un mari qu'elle ne put aimer. On parla au roi, et ce mariage fut su de tout le monde. Monsieur de Clèves se trouvait heureux, sans être néanmoins entièrement content. Est-il possible que je puisse n'être pas heureux en vous épousant? Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Il est vrai que vous me donnez de certaines apparences, dont je pourrais être content s'il y avait quelque chose au-delà, mais au lieu que la bienséance vous retienne, c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. Ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Ah, je ne me trompe pas à votre rougeur. C'est un sentiment de votre modestie et non pas un mouvement de votre cœur. Je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Et là encore, vous ne saviez que répondre. Et ces distinctions étaient au-dessus de vos connaissances. Monsieur de Clèves voyait combien vous étiez éloigné d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même que vous ne les entendiez pas. Cependant, ce mariage s'acheva. La cérémonie s'en fit au Louvre. Et le soir, les rois et les reines vinrent souper chez Madame de Chartres avec toute la cour, où ils furent reçus avec une magnificence admirable. Le moment me paraît particulièrement bien choisi pour satisfaire à une tradition. Madame de Chartres, lorsque l'on recevait chez soi des personnes aussi illustres, il était de coutume de leur offrir avant, pendant et après le repas des gourmandises. Or, à cette époque, le sucre fait son apparition sur les tables de France. Autrefois, on sucrait essentiellement avec du miel. Le sucre blanc fait son apparition
et il vaut littéralement son pesant d'or. Alors pour montrer son pouvoir, sa richesse, on le met donc à toutes les sauces, et en particulier sous la forme terriblement appréciée à la cour de dragées. Je vais donc vous demander de vous lever, de prendre ce drageoir et d'offrir à vos invités quelques-unes de ces dragées. Et pour ma part, je vais vous servir un petit verre d'un vin blanc parfumé au miel, à la sauge et aux épices. Merci. On buvait à l'époque beaucoup de vin blanc aromatisé aux herbes ou de vin rouge comme l'hypocras ou de l'hydromel. Des vins qui ressemblaient plus à notre vin chaud refroidi qu'à ce que l'on a l'habitude aujourd'hui d'appeler du vin. Madame de Chartres. Madame de Chartres. Parmi toutes ces personnes, aussi illustres soient-elles, il en est peut-être certaines pour lesquelles, pour des raisons d'animosité singulière ou de rancune ancienne, vous n'ayez pas l'envie de les honorer de ces gourmandises. Vous n'aurez alors qu'à les priver de dragées. Et selon l'expression consacrée depuis cette époque, vous leur tiendrez la dragée haute. Monsieur de Clèves ne trouva pas que la princesse eût changé de sentiment en changeant de nom. Non, il avait toujours quelque chose à désirer, au-delà de sa possession. Il n'était pas entièrement heureux. La jalousie n'avait point de part à ce trouble. Jamais homme n'a été si loin d'en prendre, et jamais femme n'a été si loin d'en donner. La princesse était cependant exposée au milieu de la cour. Tout ce qu'il y avait d'hommes jeunes et galants la voyaient. Mais son air imposait un si grand respect et paraissait si éloigné de la galanterie. Regardez-la. Cependant, le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles. Il revint la veille des fiançailles d'une grande dame de la cour, Madame de Lorraine. La princesse de Clèves avait ouï parler de ce prince comme ce qu'il y avait de plus agréable et de mieux fait à la cour. Elle passa donc tout le jour suivant à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. On admira sa beauté, sa parure, et le bal commença. Il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place.
Et comme la princesse achevait de danser, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. La princesse se retourna et vit un homme passer par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Cet homme était fait de telle sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Les rois et les reines, la reine Catherine de Médicis, mais aussi la reine Dauphine, se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus. N'avez-vous pas bien envie de savoir qui vous êtes? Et ne vous en doutez-vous point? Pour moi, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois qu'elle le sait, aussi bien que vous le savez. Je vous assure que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez, sans l'avoir jamais vu. La reine Catherine les interrompit pour faire continuer le bal. De tout le soir, M. de Nemours ne put admirer que Madame de Clèves. Et il l'admira. Dans un silence de fontaine. Elle revint chez sa mère. L'esprit si troublé de tout ce qui s'était passé au bal, que malgré l'heure tardive, elle alla dans sa chambre pour lui en rendre compte. Elle vous parla de M. de Nemours avec un certain air qui vous donna une pensée certaine. Et puis les jours suivants, elle le vit chez la reine Dauphine, jouer à la paume avec le roi, court la bague avec le chevalier de Guise, parler, surpassant toujours tous les autres, toujours maître de la conversation, de sorte que se voyant souvent, et se voyant l'un à l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. Voyant le danger dans lequel pouvait s'engager sa fille, Madame de Chartres l'instruisit des diverses liaisons et des intrigues de la cour, et combien ce qui y paraît est éloigné de la vérité. Elle vous parla de M. de Nemours, vous en dit du bien, et mêla à ces paroles un grand nombre de louanges empoisonnées sur la sagesse qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux, et sur ce qu'il ne se faisait qu'un plaisir, et non un attachement sérieux du commerce des femmes. Ce n'est pas que l'on ne les soupçonnait d'avoir une grande passion pour Madame la Dauphine. Oui. Et je vois même qu'il y va très souvent. Et je vous conseille
autant que vous pourrez, d'éviter de lui parler, et surtout en particulier, parce que Madame la Dauphine vous traitant comme elle le fait, on dirait bientôt que vous êtes leur confidente. Et vous savez combien cette réputation est désagréable. La princesse n'avait jamais ouï parler de cette liaison. Elle en changea de visage. Madame de Chartres s'en aperçut. Je suis d'avis, si ce bruit continue, que vous alliez un peu moins chez Madame la Dauphine, afin de ne vous pas trouver mêlé dans des aventures de galanterie. L'on ne peut exprimer ce qu'elle sentit de connaître par ce que venait de lui dire sa mère. L'intérêt qu'elle prenait à M. de Nemours, elle n'avait encore osé se l'avouer à elle-même. Elle se sentit blessée et embarrassée. Le lendemain, Madame de Chartres avait un petit peu de fièvre. La princesse ne manqua pas d'aller l'après-dîner chez Madame la Dauphine. Et quand elle arriva chez vous, justement, Madame la Dauphine, vous parliez de M. de Nemours. Combien il est changé depuis son retour de Bruxelles? La princesse, pendant que les autres dames s'éloignaient, s'approcha de vous. Voudriez-vous me cacher que vous fussiez celle qui a fait changer de conduite à M. de Nemours? Vous êtes injuste. Mais vous savez que je n'ai rien de caché pour vous. Il est vrai que M. de Nemours, devant que d'aller à Bruxelles, a eu, je crois, intention de me laisser entendre qu'il ne me haïssait pas, mais depuis qu'il est revenu, Madame la Dauphine parla d'un air qui persuada Madame de Clèves. Elle revint chez sa mère et sut que vous étiez beaucoup plus mal. Oui, la fièvre vous avait redoublé. Et les jours suivants, elle augmenta, de telle sorte qu'il parut que ce serait une maladie considérable. Et puis vous empirâtes. Si considérablement que l'on commença à désespérer de votre vie. Madame de Chartres fit retirer toutes les personnes qui l'entouraient. Monsieur de Clèves, aussi présent qu'il le pouvait afin de soutenir son épouse affligée, Monsieur de Nemours, qui lui rendait de nombreuses visites et prenait grand intérêt de son affliction, et toutes les personnes présentes, et fit appeler sa fille. Il faut nous quitter. Le péril où je vous laisse augmente le déplaisir que j'en ai. Vous avez de l'inclination pour M. de Nemours. Je ne vous demande pas de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Vous êtes au bord du précipice. Demandez à votre mari de vous emmener. Je vous dirai que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. Elle se tourna de l'autre côté, vécut encore 2 jours, pendant lesquels elle ne voulut plus revoir sa fille. Quand elle fut expirée, M. de Clèves emmena son épouse, qui était dans une affliction extrême, à la campagne, loin d'un lieu qui ne faisait qu'aigrir sa douleur. M. de Nemours vint rendre une visite à M. de Clèves et voulut voir aussi son épouse, mais
Elle souhaita ne point le recevoir. Laissons quelques instants Madame de Clèves dans ce deuil respectable de sa mère. Le temps pour moi de vous parler de ce que vous allez manger tout à l'heure. Vous êtes donc à la cour d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et les plats que vous aurez tout à l'heure dans vos assiettes n'auraient pas fait honte à ces rois et à ces reines. Cela dit, nous vous avons épargné un certain nombre de détails culinaires de l'époque. Tout d'abord, vous constaterez que vous avez des couteaux d'une forme inhabituelle, mais pas de fourchette. Non, la fourchette ne fait son apparition que quelques années plus tard, sous le règne d'Henri III. À cette époque, vous auriez tous été assis du même côté de la table pour faciliter le service des 13 ou 14 plats et la vision des spectacles. Le roi et la reine étaient assis au centre de la table et les plats s'amenuisaient, selon qu'on allait vers les deux extrémités. Il était donc d'importance d'être bien avec le roi et la reine si l'on voulait manger à sa faim. Vous auriez ensuite piqué les aliments avec la pointe de votre couteau, vous les auriez ramenés à vous et mangés avec vos doigts. Et la pointe du couteau vous aurait aussi servi à vous curer les dents des impuretés qui auraient pu s'y glisser. Enfin, à compter qu'il vous restât des dents. Et éventuellement, à embrocher votre voisin de droite ou de gauche, plutôt que de l'empoisonner avec la substance contenue dans votre bague. L'utilisation des poisons était tellement répandue à l'époque qu'il était de coutume de mettre sur la table des antipoisons, comme ces bézoars, substance que l'on trouve dans le ventre des émeus malades, une petite branche de corail rouge ou une main d'argent. Ces éléments avaient la réputation de ressentir des vibrations particulières ou de changer de couleur ou de parfum quand on les passait au-dessus d'un plat empoisonné. L'actualité alimentaire de notre époque vous laissera tout à l'heure tout le loisir d'en tenter l'expérience. Cela dit, les mets que vous aurez dans vos assiettes sont sains et consommables. À l'époque, nous vous aurions servi une viande plus que faisandée. Elle aurait été mortifiée, c'est-à-dire à peu de choses près d'être pourrie. L'état de délabrement de la dentition de nos proches ancêtres justifiait probablement que la viande fût ainsi ramollie par cet état de putréfaction avancé. Et les animaux vous auraient été servis revêtus, c'est-à-dire recouverts de leurs poils ou de leurs plumes après cuisson, et généralement dans une attitude naturelle. L'aigle, cuit entier et recouvert de ses plumes, aurait été servi tenant dans ses serres un lièvre ou un lapin cuit et recouvert de ses poils, courant sur un parterre de fleurs. Et le cygne, cuit entier et recouvert de ses plumes, aurait été servi aussi sur un parterre de fleurs blanches, semblant flotter sur un étang au nénuphar. Et quant au bouc, il aurait été servi, cuit et recouvert de ses poils et de ses cornes, dressé au centre de la table, sur ses deux pattes arrière. Mais l'odeur que dégageaient ses poils et ses plumes était tellement infecte et ignoble qu'il fallait brûler dans la salle un encens puissant. Et il n'était pas rare que certaines personnes soient prises de malaise. Et tous ces détails, nous vous les avons épargnés. Nous aurons aussi tout à l'heure le loisir de vous apporter des fourchettes. Mais cela dit, les mélanges d'épices, de sucre, de sel que vous aurez dans vos assiettes n'auraient probablement pas fait honte à Catherine de Médicis, à Henri II, à cette chère dauphine, à ce chevalier, à des fins ducs de Nevers, à des feintes Madame de Chartres, ou à la princesse à laquelle nous allons revenir. Quelque temps après leur installation à la campagne, M. de Clèves dut rentrer à Paris pour faire sa cour, et il promit de s'en retourner le lendemain.
Mais il ne revint néanmoins que le jour d'après. Et pendant ce jour d'absence, la princesse apprit un autre décès à la cour, celui de Madame de Tournon, une femme, pour laquelle elle avait beaucoup d'estime, sans pourtant bien la connaître. Et à votre retour, monsieur de Clèves, la princesse vous fit le reproche de n'être pas venu la veille, comme vous le lui aviez promis. Je vous attendis tout hier. Il n'est pas charitable de votre part de me laisser seul, en l'état où je suis. Si je pouvais sentir une nouvelle affliction, ce serait la mort de Madame de Tournon, que j'ai apprise hier matin. C'était une femme du monde qui me paraissait avoir autant de sagesse que de mérite. Mais M. de Clèves n'était pas du tout de votre avis. Vous m'étonnez. Je vous ai ouï dire plusieurs fois qu'il n'y avait point de femme à la cour que vous estimassiez davantage. Apprenez-moi de grâce ce qui vous a détrompé de Madame de Tournon. Alors M. de Clèves vous raconta toute l'histoire de cette inconstance, dans laquelle Sancerre, son ami, avait trouvé beaucoup de souffrance. Oh, je ne saurais croire que Madame de Tournon, après l'éloignement si extraordinaire qu'elle a témoigné pour le mariage, depuis qu'elle est veuve, et les déclarations publiques qu'elle a faites de ne se remarier jamais, ait donné des espérances à Sancerre. Si elle ne lui en avait donné qu'à lui. Alors M. de Clèves vous raconta toutes les aventures de Madame de Tournon. Et il mêla à ses paroles tout le plaisir qu'il avait de vivre auprès d'une femme aussi belle, fidèle et exemplaire que vous. Dans le progrès de son discours, il dit ces quelques mots. « La sincérité me touche de telle sorte que je crois que si ma femme m'avouait que quelqu'un lui plût, j'en serais affligé sans en être aigri. Je quitterais le personnage de Marie pour la conseiller, pour la plaindre. » Mais ces paroles vous firent rougir. Vous y trouviez un certain rapport avec l'état où vous étiez, qui vous donna un trouble, dont vous fûtes longtemps à vous remettre. Monsieur de Clèves conclut, il faut que je m'en retourne à Paris pour voir ce malheureux Sancerre. Et je crois que vous devriez revenir aussi. Il est temps que vous voyiez le monde, et que vous receviez ce nombre infini de visites, dont aussi bien vous ne sauriez vous dispenser. Madame de Clèves revient donc à Paris. Pleine des résolutions prises au chevet de sa mère et de la vive impression que lui a laissé le récit des aventures de Madame de Tournon. Mais à la première visite de M. de Nemours, elle sent si vivement la fragilité de ses résolutions qu'elle désire de nouveau de fuir ce monde qui l'expose à un si grand danger. Un jour, on achevait son portrait. « Madame la Dauphine, vous en faisiez faire de toutes les belles personnes de la cour pour les envoyer ensuite à la reine, votre mère. » Monsieur de Nemours ne manqua pas de rendre visite. Il y avait là de nombreuses personnes de la cour, autres que Madame la Dauphine. Vous étiez si belle ce jour-là, que le duc serait devenu amoureux quand il ne l'aurait pas été. Madame la Dauphine demanda à Monsieur de Clèves un petit portrait qu'il avait de sa femme, pour le voir auprès de celui que l'on achevait. Chacun dit son sentiment, de l'un, de l'autre, et la princesse ordonna au peintre de raccommoder quelque chose de la coiffure de celui que l'on venait d'apporter. Le peintre, pour lui obéir, sortit le petit portrait de sa boîte, et après y avoir travaillé, le remit sur la table. Il y avait longtemps que M. de Nemours désirait d'avoir le portrait de Madame de Clèves. Et parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre. Mais la princesse l'aperçut. Elle n'était pas peu embarrassée. La raison voulait qu'elle demandât son portrait. Mais en le demandant publiquement, c'était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle. Et en le lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à vous parler de sa passion. Elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser.
Le soir, on chercha le portrait. On crut qu'il était tombé, au hasard. Monsieur de Clèves en était affligé. Alors, à sa femme, mais d'une façon qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, « Vous avez sans doute quelque amant caché, à qui vous avez donné ce portrait, ou qui nous l'a dérobé. » Ces paroles vous firent rougir encore, et vous donnèrent des remords. Ce que M. de Clèves vous avait dit sur la sincérité à propos de Madame de Tournon vous revint en mémoire. Il vous sembla que vous deviez lui avouer le sentiment que vous aviez pour M. de Nemours. Cette pensée vous occupa longtemps. Ensuite, vous fûtes surprise de l'avoir eue. Vous y trouviez de la folie. Et vous retombâtes dans l'embarras de ne savoir quel parti prendre. Encore une goutte? Un jour, M. de Nemours avait disputé une partie de paume avec le roi, le chevalier de Guise et le vidame de Chartres. Et une lettre fut trouvée par terre, que l'on crut tomber de sa poche. Cette lettre était tissée des reproches amoureux d'une femme, éprise de l'homme qui devait en être le bénéficiaire et blessée de son infidélité. Nous passerons sur les péripéties de cette lettre, qui firent sentir à Madame de Clèves, pour la première fois, malgré elle en état de la lire, les affres de la jalousie. La princesse lut et relut plusieurs fois cette lettre, sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de Nemours ne l'aimait pas, comme elle l'avait pensé, et qu'il aimait d'autres femmes, qu'il trompait, comme elle. Cependant, cette lettre n'était pas tombée de votre poche. Non. Mais de celle du vidame de Chartres. Le duc eut toutes les peines du monde à en convaincre la princesse. Mais quand il y parvint, il l'obtint d'elle qu'elle la lui rendit afin qu'il la confiât au vidame. Mais vous, Madame la Dauphine, qui d'abord aviez eu cette lettre, et sans l'avoir lue, l'avez remise entre les mains de la princesse, elle voulut qu'on la lui rendît. Madame de Clèves se trouva donc dans l'embarras d'avoir à rendre ce qu'elle avait donné. Or, comme M. de Nemours et la princesse de Clèves étaient les seules personnes à avoir lu cette lettre, ils se trouvèrent dans l'obligation de travailler tous deux à la refaire de mémoire. Ils s'enfermèrent pour y travailler. On donna ordre à la porte de ne laisser entrer personne. On renvoya tous les gens de M. de Nemours. Cet air de confidence, de secret, n'était pas d'un médiocre charme pour ce prince, et pour la princesse même. La présence de son mari, les intérêts du vidame, qui était de la famille, la rassuraient en quelque sorte sur ses scrupules. Elle n'avait que le plaisir de voir M. de Nemours. Elle en avait une joie pure, sans mélange, qu'elle n'avait jamais sentie, et qui lui donnait une liberté et un enjouement dans l'esprit, qui redoublait l'ardeur de M. de Nemours. Quand elle voulut commencer à se souvenir de la lettre et à l'écrire, vous, au lieu de le lui aider sérieusement, vous ne faisiez que l'interrompre et lui dire des choses agréables. La princesse entra dans le même esprit de gaieté, de sorte qu'il y avait déjà longtemps qu'ils étaient enfermés, qu'on était déjà venu 2 fois de la part de Madame la Dauphine pour vous demander de vous dépêcher, que vous n'y aviez pas encore fait la moitié de la lettre. Le duc était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable. Enfin, à 4 heures, à peine la lettre était-elle achevée. Et elle l'était, oui. Mais fort mal. Cela eut pour le vidame de Chartres les conséquences politiques les plus graves. Mais nous glisserons dessus.
avec la légèreté de nos deux amants. La princesse demeura seule, et sitôt qu'elle ne fut plus soutenue par la joie que donne la présence de ce que l'on aime, elle revint comme d'un songe. Il me semble être d'intelligence avec monsieur de Nemours, et que je trompe le mari du monde qui mérite le moins d'être trompé. Et cela est si peu digne d'estime aux yeux du monde, et aux yeux de monsieur de Nemours lui-même. Et cette nuit, elle avait ignoré jusque-là les inquiétudes mortelles de la défiance, de la jalousie. Elle n'avait songé qu'à se défendre d'aimer monsieur de Nemours. Elle n'avait pas commencé à craindre qu'il en aimât une autre. Sa passion, qu'en veux-je faire? Veux-je la souffrir? Veux-je m'engager dans une galanterie? Veux-je me manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincu, surmonté par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Toutes mes résolutions sont inutiles. Je pensais hier ce que je pense aujourd'hui, et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que j'ai résolu hier. Il faut m'arracher à la présence de monsieur de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne. Quelque bizarre que mon voyage puisse paraître. Et si monsieur de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou en vouloir connaître les raisons, peut-être lui ferai-je le mal. Et à moi-même aussi, de les lui apprendre. Le surlendemain, elle était dans leur maison de Coulommiers. Je ne crois pas vous avoir parlé des serviettes. Vous avez devant vous des serviettes, ne les prenez pas, tâtez-les. Vous y découvrirez un petit cadeau. Oh, rien de bien exceptionnel. Ici encore, une dragée. Si nous avions eu les moyens, nous vous aurions mis une pierre précieuse, une petite pièce d'orfèvrerie. Une statuette en or massif aurait été du meilleur goût. Mais vous connaissez l'état de la culture. Il était en tout cas de coutume de ne jamais laisser une serviette seule, elle devait toujours cacher un petit cadeau. Ensuite, vous pourrez les déplier et vous constaterez qu'elles sont grandes. À cette époque, on ne met plus la serviette sur le bras ou sur l'épaule, comme à l'ancien Moyen-Âge, non. À cette époque, on commence à nouer la serviette autour du cou. Et les hommes et les femmes ont comme apparat des fraises imposantes autour du cou. Et il convient de nouer la serviette par-dessus la fraise pour éviter que les débris alimentaires ne viennent s'y poser. Ce n'était pas toujours facile. Ce qui donna naissance à une expression, il fallait, pour manger à sa faim, arriver à joindre les deux bouts. Et ceux qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, les grabataires, les impotents, les incapables, de ceux-là, à cette époque où l'on mangeait très sucré, on disait d'eux qu'ils sucraient les fraises. Et sucrer les fraises, ce n'était pas le cas de monsieur de Nemours, qui lui avait eu beaucoup de chagrin de n'avoir pu revoir la princesse depuis cet après-dîner de la lettre qui avait augmenté ses espérances. Un jour, il était à la chasse à courir le cerf. Il s'égara dans la forêt. Oui. Et en s'enquérant du chemin, il sut qu'il était tout proche de Coulommiers. Il alla à toute bride, du côté qu'on le lui montrait. Il vit un grand salon, dont le dessous était un pavillon accompagné de 2 cabinets. L'un donnait sur un jardin du fleur, l'autre ouvrait sur une allée du parc. Il entra. Il vit venir par cette allée madame et monsieur de Clèves, accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Son premier mouvement le porta à se cacher, dans l'idée de ressortir par une porte ouverte sur la forêt. Mais voyant que monsieur et madame de Clèves s'étaient assis sous le pavillon, et que les domestiques demeuraient dans le parc, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse, ni résister à la curiosité d'écouter la conversation.
Pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris? Qui peut vous retenir à la campagne? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige, parce qu'il nous sépare. Je craindrais que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit. Mais le tumulte de la cour est si grand, il y a toujours un si grand monde chez vous, qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos n'est guère propre à une personne de votre âge. Je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul. Vous avez des raisons pour désirer d'être seul que je ne sais point. Je vous conjure de me les dire. Ne me contraignez point. Que me faites-vous envisager? Je n'oserais le dire de peur de vous offenser. Vous ne dites rien. Et c'est dire que je ne me trompe pas? Eh bien, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Et cet aveu, elle le fit. Et quand elle lui dit ce qu'elle voulait livrer, de grâce, achevez, et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Vous m'empresseriez inutilement. Vous, monsieur de Nemours, vous ne perdiez pas une miette de cette conversation qui vous touchait si sensiblement. Et vous ne pouviez pardonner à monsieur de Clèves de ne pas suffisamment presser sa femme de lui dire ce nom qu'elle lui cachait. Monsieur de Clèves faisait néanmoins tous ses efforts. Par où vous a-t-on appris que l'on vous aimait? Quelle marque de passion vous a-t-on donné? Épargnez-moi la peine de vous redire des détails qui me font honte à moi-même. Vous avez raison. Je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses. Mais ne vous offensez pas pourtant si je vous les demande. On va prévenir monsieur de Clèves qu'un gentilhomme venait le chercher de la part du roi pour lui ordonner de se trouver le soir à Paris. Il fut contraint de s'en aller. Madame de Clèves demeura seule. Elle regarda ce qu'elle venait de faire et elle en fut épouvantée. Elle trouva qu'elle s'était ôté elle-même le cœur et l'estime de son mari et qu'elle s'était creusé un abîme dont elle ne sortirait jamais. Elle passa toute une nuit pleine d'inquiétude, de troubles, de craintes. Et puis le calme revint dans son esprit. Elle trouva même de la douceur à avoir donné ce témoignage de fidélité à un mari qui le méritait si bien, qui avait tant d'estime, tant d'amitié pour elle, et qui venait encore de lui en donner des marques par la manière dont il avait reçu ce qu'elle lui avait avoué. Cependant, vous, monsieur de Nemours, vous étiez sorti du lieu où vous aviez écouté la conversation, l'esprit troublé, tant par la joie que par le désespoir. Il se fit surprendre par la nuit, se perdit dans la forêt et eut beaucoup de peine à retrouver son chemin. La princesse entra dans une grande solitude. Elle allait quelquefois dans le pavillon où le duc l'avait écoutée. Et de son côté, M. de Nemours jugea qu'il n'était pas impossible qu'il pût l'y voir de nouveau. Alors il fit quelques questions à la cour. Et M. de Clèves, qui en eut l'écho, dévoré par le doute depuis cette conversation qu'il avait eue avec sa femme, ne douta pas que ce prince eût dessein de l'aller voir. Il résolut de se fier à un gentilhomme qui était à lui,
et dont il connaissait la fidélité, l'esprit. Ce gentilhomme était très capable d'une telle commission, et il s'en acquitta avec toute l'exactitude imaginable. Il suivit M. de Nemours jusqu'à un village, à une demi-lieue de Coulommiers. La nuit vint. Les palissades étaient fort hautes, mais M. de Nemours en vint à bout. Il vit beaucoup de lumière dans le pavillon. Il se rangea derrière une fenêtre. Elle était seule. Il faisait chaud. Elle n'avait sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux, confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos et faisait avec des rubans de couleur celle que le duc avait portée au dernier tournoi, des nœuds sur une canne des Indes, fort extraordinaire qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait laissée à sa sœur. Madame de Clèves l'avait prise. Puis elle se leva, prit un flambeau et se plaça vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours. Elle le regarda avec une rêverie que la passion seule peut donner. Voir, au milieu de la nuit, dans le plus beau de tous les lieux, une personne qu'il adorait. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait. Et la voir tout occupée de choses qui avaient attrait à sa personne et à la passion qu'elle lui cachait. On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Il prit la résolution d'entrer. Mais soudain, quel trouble, quelle peur de lui déplaire, quelle crainte de voir changer ce visage où il y avait tant de douceur et de le voir devenir plein de sévérité et de colère. Tout son courage l'abandonna. Il s'avança, mais une écharpe s'embarrassa dans la fenêtre, de sorte qu'il fit du bruit. Madame de Clèves se retourna, crut le reconnaître, et s'enfuit dans la pièce voisine. Pour cacher son trouble, elle feignit de se trouver mal. Puis, elle crut s'être trompée. M. de Nemours, lui, était demeuré dans le jardin, mais voyant que l'on fermait les portes, il vint reprendre son cheval. La passion n'a jamais été si tendre et si violente qu'elle l'était alors dans ce prince. Il s'en alla sous les saules, le long d'un petit ruisseau, et se laissa aller au transport de son amour. Ses pensées l'occupèrent tout le jour suivant. Il attendait la nuit avec impatience, et quand elle fut venue, il reprit le chemin de Coulommiers. Le gentilhomme le suivit, et l'aperçut entrer dans le même jardin. Mais ce fut inutilement. Toutes les portes étaient fermées. L'homme fit son rapport, et M. de Clèves, de désespoir et de chagrin, en mourut. Douleur, deuil, veuvage. Madame de Clèves passe alors plusieurs mois dans un état de prostration et de stupeur. Vous trouvez peut-être la mort de M. de Clèves un peu abrupte? Bah oui, mais il est mort comme ça, d'un coup. Aujourd'hui, on parlerait d'infarctus, de problèmes cardiovasculaires, d'embolie cérébrale. À l'époque, il est mort de désespoir, d'amour et de chagrin. Voilà tout. Il est mort comme ça, en 3 coups de cuillère à peau.
Oui, quoique l'expression soit un peu cavalière pour une telle situation. Puis d'ailleurs, elle n'est pas de l'époque, non. Non, à l'époque, il existait une autre expression, qui d'ailleurs signifiait tout à fait autre chose, qui était « naître en 3 coups de cul ». Cela signifiait naître facilement, un accouchement n'ayant posé aucun problème, un enfant expulsé à la vie, naître en 3 coups de cul. Et quelques années plus tard, à la naissance d'Henri IV, qui, comme vous le savez, est né à Pau, on a annoncé la naissance du roi de cette façon. Le roi est né en 3 coups de cul hier à Pau. L'expression en 3 coups de cuillère à Pau a donc vu le jour avec Henri IV. Mais bien sûr que c'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Et puis vous savez, la vérité. Un jour, un homme est parti à la recherche de la vérité. Il était jeune, il était beau, il sentait bon. Il est parti à la recherche de la vérité, et il a rencontré beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui lui ont dit être la vérité, mais il s'est rapidement rendu compte qu'il ne l'était pas. Il a traversé des vallées, des plaines, des océans, des montagnes. Et un jour qu'il était vieux, qu'il était laid, qu'il sentait la terre, il se fait surprendre par un orage en pleine montagne et se réfugie dans une grotte. Et du fond de la grotte apparaît un être monstrueux, probablement une femme, mais couverte de pustules, de laideur, qui s'approche de lui, l'appelle par son nom, lui raconte toute sa vie, la vie de ses proches, et lui dit des détails qui n'étaient connus que de lui seul. Et elle achève en disant « Je crois que tu me cherchais ». Alors l'homme qui a face à lui la quête de toute sa vie dit à la vérité « Je vais bientôt mourir ». La vérité dit « Oui, c'est la vérité ». Alors avant, dit l'homme, je voudrais que tu me donnes une parole de la vérité que je puisse porter aux hommes, une parole de la vérité qui puisse être utile aux hommes. Alors l'être couvert de pustules et de laideur s'approche de l'homme et lui dit « Tu n'auras qu'à leur dire que la vérité est belle. » Alors vous savez la vérité, hein. La vérité, c'est que M. de Clèves est mort. Et après avoir passé plusieurs mois dans cet état de prostration, de stupeur, la princesse alla un jour proche de chez elle, chez un homme qui faisait des ouvrages de soie d'une façon particulière. Et quand on les lui montrait, elle vit la porte d'une chambre où elle crut qu'il y en avait encore. Cette chambre est occupée par un homme qui vient quelquefois pendant le jour. C'est l'homme du monde le mieux fait. Il n'a guère la mine à être réduit à gagner sa vie. Je le vois toujours regarder les maisons, les jardins, mais je ne le vois jamais travailler. La princesse s'avança vers les fenêtres. Toutes donnaient sur son jardin et sur la face de son appartement. Et quand elle fut rentrée chez elle, elle remarqua cette même fenêtre. La pensée que cet homme était peut-être M. de Nemours changea la situation de son esprit. Elle se sentit inquiète, agitée. Elle sortit prendre l'air. Au bout d'une allée, dans l'endroit le plus reculé du jardin, elle vit un homme couché sur un banc. L'homme se lève pour éviter la compagnie et fait une révérence fort basse qui l'empêche même de voir celle qu'il salue. Puis il s'éloigne. S'il avait su ce qu'il évitait, cet homme, qui n'était autre que M. de Nemours, avec quelle ardeur serait-il revenu sur ses pas? Mais quelle passion endormie alors se ralluma dans le cœur de la princesse, et avec quelle violence! Mais elle se souvint aussi que cet homme qu'elle regardait comme pouvant l'épouser était celui qu'elle avait aimé du vivant de son mari, qui était cause de sa mort. Enfin, après être restée 2 heures dans ce lieu où elle était, elle s'en revint chez elle, persuadée qu'elle devait fuir sa vue.
Mais cette persuasion était un effet de la vertu, de la raison, n'entraînait pas le cœur. Le lendemain, son premier mouvement fut d'aller voir à la fenêtre s'il n'y aurait personne. Elle y vit Monsieur de Nemours et se retira avec promptitude. Le duc jugea qu'il avait été reconnu et résolut d'éclaircir sa destinée. En effet, que voulez-vous faire? Il y a longtemps que vous savez que vous en êtes aimé. Elle est libre. Elle n'a plus de devoir à vous opposer. Est-il possible que l'amour vous ait ôté si absolument la hardiesse et la raison, et vous ait rendu si différent de ce que vous étiez dans les autres passions de votre vie? Avoir respecté trop longtemps sa douleur et lui donner le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a pour vous. Monsieur de Nemours résolut donc de se confier au vidame de Chartres, qui organise un rendez-vous, priant la princesse de venir chez lui, sur quelques prétextes. Monsieur de Nemours vint également, par un escalier dérobé, afin de n'être vu de personne. La princesse vint, le vidame l'alla recevoir et la conduisit dans un grand cabinet au bout de son appartement. Quelque temps après, monsieur de Nemours entra, comme si le hasard l'eût conduit. Vous fûtes extrêmement surprise. Là encore, elle rougit, tenta de le cacher. Après avoir parlé de plusieurs choses, le vidame sortit, priant la princesse de faire les honneurs de chez lui. Il serait là dans un moment. L'on ne peut exprimer ce que sentirent ces deux êtres, de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire. Pardonnerez-vous au vidame? Je ne lui dois pas pardonner. Ne craignez rien. Personne ne sait que je suis ici. Aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi. Qu'espérez-vous de la complaisance que vous me demandez? Vous méritez une destinée plus heureuse. Cherchez ailleurs. Moi, madame, cherchez du bonheur ailleurs. Quelle épreuve! Eh bien, puisque vous voulez que je vous parle, je m'y résous. Je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai pas que je n'ai pas vu l'inclination que vous avez eue pour moi. Et si vous l'avez vue, n'a-t-elle rien produit sur votre cœur? Vous avez dû en juger par ma conduite. Je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai désiré ardemment que vous n'eussiez point avoué à M. de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir. Comment avez-vous pu deviner que j'ai avoué quelque chose à M. de Clèves? Je l'ai su par vous-même. Pardonnez la hardiesse que j'ai eue de vous écouter. N'en dites pas davantage. Je vois à présent par où vous avez été si bien instruit. Mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'ai eu dessein de vous cacher toute ma vie,
Je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus devant que de vous avoir vu. Croyez-vous que je n'expire pas à vos pieds de joie, de transport? Je ne vous apprends que ce que vous ne saviez déjà que trop. Quelle différence de le savoir par un effet du hasard et de l'apprendre par vous-même, et de voir que vous voulez bien que je le sache. Oui, je veux bien que vous le sachiez. Et je trouve même de la douceur à vous le dire. Mais je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Quoi? Vous n'y songez pas, vous êtes en liberté. Mon devoir? Madame, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur? Une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas? Je vais passer par-dessus toutes les retenues et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mes sentiments, ce sera apparemment la seule fois que je laisserai la liberté de vous les faire paraître. Il est vrai que je suis libre et que vous l'êtes. Le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes, gardent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Monsieur de Clèves était peut-être le seul homme du monde à pouvoir garder de l'amour dans le mariage. Et peut-être aussi n'en avait-il conservé que parce qu'il n'en aurait jamais trouvé en moi. Mais je n'aurais pas les mêmes moyens de conserver le vôtre. Par vanité ou par goût, toutes les femmes désirent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais toujours amoureux ou aimé, et je ne me tromperai pas souvent. Et quand bien même je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur. Pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours M. de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, me faire sentir la différence de son attachement au vôtre? Non, il faut que je demeure en les résolutions où je suis. Je sais, il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Alors, M. de Nemours se jette à ses pieds et s'abandonne aux divers transports dont il est animé, larmes, sanglots, paroles. Soubresaut maladif et incontrôlé d'une âme en proie à la plus vive passion. La princesse regarde ce prince, les yeux un peu rougis par les larmes. Pourquoi faut-il que je puisse vous accuser de la mort de M. de Clèves? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par cet obstacle si invincible? Il n'y a pas d'obstacle. Vous-même, vous imposez une loi, il est vrai. Je sacrifie beaucoup. Adieu. Elle sort. Monsieur de Nemours, plein de joie, de tristesse, d'étonnement, d'admiration, rend compte au vidame de la conversation. Ils jugent tous les deux qu'il est impossible que Madame de Clèves demeure dans les résolutions où elle est. Mais tous deux se trompèrent. La princesse entreprit de faire un long voyage. Monsieur de Nemours en était affligé. Puis elle tomba dans une maladie violente, sitôt qu'elle fut rentrée chez elle. Monsieur de Nemours était inconsolable. Cette vue si longue et si prochaine de la mort firent paraître à Madame de Clèves les choses de cette vie
de cet œil si différent dont on les voit dans la santé. Elle entra dans une maison religieuse. Sous le prétexte de changer d'air, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour. M. de Nemours dut tout tenter pour se rapprocher de celle qui n'avait cesse de s'éloigner. Il fit tout ce qu'il put imaginer. Enfin. Des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu. Inimitables. J'ai tenté de charmer vos yeux. J'ai voulu séduire vos oreilles, faire glisser sur vos peaux des frissons de plaisir. Nous allons maintenant tenter de satisfaire à l'éloquence et à la délicatesse de vos palais. C'est vrai.